Bonsoir Déborah. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous nous rencontrons là pour la 4e émission de Studio Lacan. Au programme pour aujourd'hui, qui est un programme d'une émission éclair, organisée dans un temps record, le docteur Blaise Mera, qui vient de Suisse, de Lausanne en fait, qui va participer avec nous dans un débat sur l'intersexuation avec Benjamin Moron-Puech, qui, lui, est parisien, je pense, il va corriger si je me trompe, et puis qui est un juriste. Et puis, nous aurons aussi une chronique de France Jégu qui va ponctuer notre débat. Allons-y. Quelques mots de contexte. Publié fin novembre, un article du Monde titrait « Enfants intersexes, les interventions médicales précoces et la question du consentement en débat ». Si depuis les années 70, le traitement chirurgical, hormonal, était la norme pour les enfants présentant ce que la loi de bioéthique du 2 août dernier nomme une variation du développement génital, le recul permet désormais d'en mesurer l'impact et la dimension traumatique qu'elle revêt pour celles et ceux qui y ont été soumis et qui les ont subis. La question du corps de l'enfant, de son intégrité, celle aussi de son consentement, sont ainsi mises en avant aujourd'hui par les associations et aussi par des juristes, des médecins, qui s'opposent à tout traitement de ce type et qui plaident pour que le corps soit dépathologisé, reconnu dans sa différence. Autant de questions éthiques qui intéressent aussi la psychanalyse et qui nous ont donné envie de discuter aujourd'hui avec Blaise Mera, qui est pédiatre, anciennement attaché au centre hospitalier universitaire vaudois, et Benjamin Moron-Puech, qui est maître de conférences agrégé en droit privé à l'université Paris II Panthéon-Assas. Voilà, donc une première question pour ce divan dans le monde consacré à cette question de l'intersexuation. Blaise Mera, vous avez opéré pendant de nombreuses années des enfants intersexes. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience et de ce qui a fait le point de bascule, qui a fait qu'aujourd'hui vous opposez d'une certaine façon à ces opérations sans qu'elles aient été consenties par les enfants? Oui, effectivement, j'ai effectué pas mal d'interventions moi-même ou associé à d'autres chez les patients intersexes, chez les personnes intersexes. Et finalement, c'est probablement au moment où ils deviennent justement adolescents qu'on se rend compte de l'erreur qu'on a faite. Lorsque vous revoyez des patients, des jeunes qui ont été opérés, des patients qui ont été opérés et qui ne comprennent pas ce qu'ils ont eu, parce que c'était la prise en charge de John Money, The Optimal Gender Policy, de corriger vite, d'assigner, de corriger vite et de ne rien dire. Donc la plupart des jeunes qui revenaient ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient eu. Et on avait en fait vraiment effacé leur identité, à tel point qu'il fallait nous-mêmes retourner dans les dossiers pour voir ce qui s'était passé. Je pensais que c'était plus tolérable. Et l'arrêt de ces interventions, je l'ai fait de façon assez progressive pour finalement arriver avec ce qu'on avait discuté
pas mal avec Benjamin Moron-Puech le problème des hypospadias, qui est un problème moins complexe peut-être, mais qui reste un problème éthiquement difficile. Est-ce que vous pouvez peut-être dire pour nos spectateurs ce qu'il en est ? Pas sûr que... De l'hypospadias, oui. D'accord. Oui. Alors, il s'agit d'une variation du développement de l'organe qu'on pourrait appeler le pénis, qui est le bourgeon médian chez un garçon, et qui en fait met l'orifice urétral, c'est-à-dire l'endroit où le garçon urine, à différentes positions, pas à la position terminale, comme c'est classiquement le cas, mais qui met à différentes positions sur la verge, ventralement, qui oblige le garçon à uriner souvent, pas toujours, mais qui oblige le garçon à uriner souvent assis, et qui n'a strictement aucune autre conséquence, d'accord, sur sa vie. Alors voilà, c'est un des derniers bastions, si je peux appeler ça ainsi, que j'ai réussi à détruire. Et je pense que non plus l'hypospadias, quelle qu'en soit sa forme, je ne pense pas intervenir tant que l'enfant n'en a pas exprimé un désir. D'accord. Pour l'hypospadias, c'est parfois un peu plus simple. Des petits garçons qui viennent assez rapidement, 5, 6, 7 ans, 8 ans, pour demander une intervention, parce qu'ils se sentent mal. Je pense que là, c'est de toute évidence, quand on connaît un peu le développement et la conscience génitale, je pense que c'est important de l'écouter. Mais voilà, oui, ça a été par étapes. Et je crois que c'est vrai que maintenant, nous ne sommes pas très nombreux à nous battre contre ces interventions. C'est difficile, ça a été très cher. J'étais un des médecins cadres de mon institution et responsable de l'urologie pédiatrique et de la chirurgie colorectale à Lausanne, dans le centre universitaire. Ce que je peux vous dire, faisant également partie des commissions de formation postgraduée de la Société suisse de chirurgie pédiatrique, beaucoup me sont tombés sur le dos. Mais voilà, c'est un peu une conviction. Donc, c'est pas un peu, c'est une conviction. Bien. On peut se permettre quand on est vieux. J'ai remarqué. Bon, j'aurais une deuxième question à poser finalement à vous deux. Il y a une espèce il semblerait qu'il y a une guerre ou une lutte de terminologie autour de la question de l'intersexuation. C'est-à-dire on nous dit qu'il faut dire intersexuation, par exemple, et pas intersexualité. On ne dit plus hermaphrodisme. Ça ne se dit plus non plus. Il y a on nous propose de dire variation du développement génital, VDG. Un terme qui peut-être oriente la question vers le médical, peut-être. En tout cas, il y a une sensibilité au mot, une certaine sensibilité au mot, et dans ce sens, je me suis dit que la cause intersexe n'est pas étrangère à la psychanalyse, puisque pour nous aussi, il y a une certaine sensibilité au mot. Même au mot qui forge l'identité. Et donc, ma question serait, quelle est votre expérience par rapport à cette question de l'usage de la nomination telle qu'elle se présente dans la médecine et dans le droit par rapport à l'intersexuation? Peut-être. Si je peux d'abord répondre, Blaise. Il me semble que, je ne sais pas si on peut parler de guerre, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a différents usages et que ces usages correspondent à des logiques différentes, à des postulats différents. Dans un papier que j'ai récemment publié, j'ai, de manière un peu sans doute caricaturale, opposé deux approches de l'intersexuation, une approche humanisante et une approche déshumanisante. Dans une approche déshumanisante, vous allez privilégier des terminologies qui vont, d'une certaine manière, inférioriser, diminuer, invalider les personnes intersexuées. Alors, il y a différentes manières dans la gradation. La plus violente, c'est toute une sorte de toutes les terminologies pathologisantes. Quand vous dites anomalie, désordre, trouble,
Puis ensuite, vous ajoutez développement génital, développement sexuel. Bon, tout ça, c'est des formulations qui sont dans une approche pathologisante qui, à mon avis, réduit l'humanité des personnes intersexuées. Ça, c'est, je dirais, le plus problématique si on estime que c'est l'approche humanisante qui doit l'emporter. Et puis, un peu moins problématique, mais je crois que c'est souvent un faux-nez, c'est tout ce qui tourne autour de différences, variations, vous l'avez évoqué, variations du développement génital. Le législateur, dans son incapacité à défendre les droits humains, a retenu aussi cette approche variation du développement génital. Ça me paraît très problématique, parce que nous avons un très grand nombre de variations des caractéristiques sexuées, des variations de taille, des variations de couleur, de texture, et il n'y a pas deux types d'organes sexués. Donc il y a un très grand spectre, si vous voulez, de variations. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qu'on appelle variation des caractéristiques sexuées, variation du développement génital, s'il y a tout un spectre de variations? Donc en réalité, c'est que vous isolez parmi toutes les variations possibles un certain type de variation et vous les pointez à l'index, puisque elles s'appellent. Et vous considérez que toutes ces variations sont toutes sur le même niveau, c'est des variations tous variées. Exactement, tout cela est varié, mais on va en isoler quelques-unes pour dire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? On les pointe du doigt. Et effectivement, on fait un texte spécifique pour ces variations-là. Donc c'est qu'elles posent problème à la société. Donc toutes ces terminologies, vous voyez, variation ou désordre, relèvent d'une approche déshumanisante. Si vous considérez que les personnes intersexuées ont pleinement leur place dans l'humanité, que leur place n'est pas dans les livres de médecine, mais dans les livres d'état civil, à ce moment-là, vous adoptez une terminologie qui est humanisante, que ça soit intersexuation ou personne intersexe, personne intersexuée, il y a encore des débats. Mais voilà un peu schématiquement le grand clivage entre ce que j'appellerais une terminologie déshumanisante et une terminologie humanisante. Dans cette question terminologique, ce que vous récusez du côté de la variation et qu'en revanche vous approuvez du côté de l'intersexuation, c'est aussi lié finalement aux personnes qui sont concernées et qui, elles, consentent au fond à se nommer intersexuées et ont le sentiment que ce terme-là leur convient davantage que le terme de variation. En tout cas, inter, si vous voulez, ça renvoie à la référence binaire, autant que la variation comme l'inter renvoie quand même au binarisme d'une certaine façon. Mais pas de la même manière, selon vous. Alors, il y a deux choses dans votre question. Ouais. D'abord, qui demande ces appellations-là? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il serait beaucoup trop simple d'opposer la communauté médicale à la communauté associative. Vous avez entendu le professeur Blaise Meyrat tout à l'heure. Il y a des médecins qui pensent qu'il faut retourner à une approche humanisante. De même, il y a des personnes concernées qui considèrent qu'elles sont malades. Donc, ces différentes approches, on les trouve dans tous les milieux. C'est pareil chez les juristes, ou sans doute aussi chez les psychanalystes. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Attention à ne pas opposer les communautés, les clivages sont partout présents. Ensuite, sur la deuxième partie de votre question, on reste effectivement binaire. La binarité est à l'arrière-plan, mais dans un cas, le terme variation, me semble-t-il, montre qu'on est on reste dans une anomalie au moins statistique, alors que intersexuation, il me semble qu'on sort d'un jugement de valeur par rapport aux catégories d'hommes et de femmes. Et par ailleurs, si on passe sur le terrain du genre et qu'on considère que intersexe peut être à côté d'une catégorie sexuée, une catégorie de genre, il y a beaucoup d'autres catégories de genre, de sorte que dire que ça réduirait fondamentalement par les intersexes, il y aurait toujours la binarité. Je pense que c'est pas vrai quand on parle du genre. Vous avez les personnes non binaires, les personnes à genre, les personnes intersexes, pour celles pour qui c'est une identité de genre. Donc je pense que l'argument de la binarité peut quand même être relativisé et qu'il y a quand même une positivité à se dire intersexe, qu'on peut le faire en sortant de la binarité. D'accord. Monsieur Blaise Meyrat, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à cette question de la terminologie et des noms? Non, je crois que c'est vrai que très longtemps, les parents étaient importants dans les choix, etc. Ils le sont moins, parce que c'est l'individu qui devrait primer. Moi, je ne suis pas médecin des parents, mais médecin des enfants. Et c'est vrai que les parents étaient très gênés par l'histoire d'intersexuation. D'accord. J'avais des parents qui étaient extrêmement libres dans leur choix et ne voulant absolument pas d'intervention pour leur enfant.
et qui, à la fin de toute une discussion ou de 2 ou 3 consultations, me disait mais c'est donc bien, il n'est pas intersexe, n'est-ce pas ? Pour se rassurer. Okay. Donc c'est difficile, c'est pas aussi simple. Alors on peut entendre les personnes adultes des associations et leur désir de se nommer intersexe, d'accord, voire même pour certains que je connais hermaphrodites, hein, qui revendiquent cette terminologie pour eux-mêmes. Et puis, voilà, les médecins ont trouvé qu'il était mieux en 2006 un colloque à Chicago de nommer toute cette catégorie de problématiques, de les nommer les troubles, les disorders en anglais, ce qui est assez terrible, effectivement, ce qui suppose des interventions, ce qui suppose une mise en marge de la normalité. C'est difficile de savoir comment nommer. Moi, je reste personnellement encore très attaché à la variation parce que certains des enfants dont je m'occupe ou des parents ne veulent pas de cette terminologie d'intersexe. C'est très difficile. Très difficile. Alors, il y a une question qui me semble sous-jacente à cette question de la nomination, enfin, qui est sur le même plan, c'est la question de l'assignation. Un tel sexe, enfin, homme, femme ou autre. Ouais. Et celle-ci me semble être sur 2 plans. Un plan qui est un plan d'une nomination par ce que nous appelons le signifiant, disons, par les mots. Et une autre, c'est une assignation par le bistouri, c'est-à-dire qu'on peut décider si quelqu'un est un homme ou femme par une opération chirurgicale, qui va déterminer si c'est un homme ou une femme. Oui. Et donc ma question, c'est comment est-ce que ces 2 plans se croisent Où on peut assigner sans utiliser de bistouri. Bien sûr, avec le signifiant, on assigne sans le bistouri. Et voilà, c'est probablement préférable, en tout cas, dans toutes les premières années de vie, je pense. D'ailleurs, Freud a connu l'hermaphrodisme. Il a connu et il a distingué l'hermaphrodisme psychique de l'hermaphrodisme somatique. Et donc, il a distingué entre les deux en disant que d'une certaine façon, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'avec le signifiant... toute l'opération du signifiant dans l'assignation n'a rien à voir finalement avec le somatique. Si on regarde sur le temps long un peu cette distinction que vous faites entre l'assignation sur les caractéristiques sexuées, que moi j'appelle plutôt la conformation, et l'assignation sur le genre, lorsqu'on regarde sur le temps long, en tout cas pour la société occidentale, ce qu'on constate, c'est que pendant très longtemps, on dissociait les deux. C'est-à-dire qu'on reconnaissait qu'il existait des hermaphrodites. Et l'exemple de Freud le montre bien. Au 19e, notre collègue Magali Lemens l'a montré dans les arts, notamment et la culture, le terme hermaphrodite est très présent. Mais il faut se rattacher à un moment à l'un des 2 seuls genres reconnus. Donc il y a 3 caractéristiques sexuées, mais à la fin, lorsqu'on est majeur, qu'on commence la question de la sexualité, de l'union, là il faut choisir, et on choisit une fois pour toutes. Et si on change de choix, c'est la sodomie et le bûcher lorsqu'elle est punie par la peine de mort. Donc ça, c'est sur le temps long. Mais à partir du début, si vous voulez, du XXe siècle, les progrès médicaux font que le genre va prendre le dessus, que la binarité du système de genre va rayonner sur la médecine, qui va avoir ce rêve fou de conformer la réalité à leur système, à la représentation mentale du genre binaire. Et à partir de là, les hermaphrodites vont progressivement disparaître visuellement de notre société, de la culture, parce qu'ils disparaissent d'abord dans les corps et dans les pratiques médicales. Et donc aujourd'hui, avant cette remise en cause, jusqu'aux années 90, il y avait vraiment une fusion, une confusion des caractéristiques sexuées et du genre. On disait, il ne peut y avoir que 2 genres dans lesquels on s'épanouit, donc il faut absolument qu'il y ait 2 sexes. Et donc, ce sont des erreurs de la nature. Donc, si vous voulez, parce qu'on a ce présupposé de 2 genres, on va pathologiser, on va marginaliser et corriger ces minorités que sont les personnes intersexuées.
pour les éradiquer et en faire des femmes et des hommes. Bon, merci. On va faire une petite pause. Vous restez avec nous. On va continuer notre discussion plus tard. On va faire une petite ponctuation avec une chronique de France Jégu sur un livre intitulé « Une femme sans qualité » de Virginie Mouza. Bonjour France. Bonjour Gilles. On va vous écouter sur le livre. Donc vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et on va vous écouter sur ce livre que j'ai annoncé, Une femme sans qualité de Virginie Mouza. Alors c'est un ouvrage qui met en scène une femme, qui est la narratrice également, un personnage dont on va comprendre qu'il a beaucoup de points communs avec l'auteur du livre, Virginie Mouza. Et c'est une femme qui vient de rencontrer un homme et au seuil de l'histoire d'amour sur laquelle elle se trouve et dont elle pressent que sur laquelle la rencontre pourrait déboucher, elle écrit à son amoureux une longue lettre et c'est le livre que nous lisons. Alors, le point de départ du roman, c'est qu'il y a donc, vous l'aurez compris, un malentendu à lever entre cet homme et cette femme. Et vous me direz en même temps, le malentendu dans l'amour, on ne connaît que ça. Les histoires d'amour sont tissées de malentendus. Mais dans le cas qui nous occupe, donc, ce malentendu est amplifié par ce que l'auteur appelle un drame physiologique. C'est comme ça qu'elle le nomme, puisque la narratrice a un utérus d'enfant et elle n'a pas d'ovaire. Et donc, il va s'agir d'affilier ce corps, hein, elle raconte ça, c'est le terme qu'elle emploie, affilier ce corps qui ne se féminise pas, donc à la grande adolescence, donc l'affilier à un sexe, en l'occurrence le sexe féminin, et donc du coup le médecin prescrit une hormonothérapie, enfin on connaît ça par cœur, surtout aux invités, et cela dit, en dépit de cette hormonothérapie, on précise bien à cette jeune femme qu'elle n'aura jamais d'enfant. Alors du coup, à partir de ce moment-là, la narratrice va se vivre comme une sorte de leurre, une apparence trompeuse. Et j'ai envie de dire que ni sa profession ni sa beauté ne vont l'aider en la matière, puisque sa profession, qu'elle partage avec Virginie Mouza, l'auteur, c'est qu'elle est journaliste et ancien mannequin. Alors, au contraire, justement, tout concourt à produire cette illusion de féminité, alors que ce personnage se situe résolument en marge, on va dire, de tous les clichés associés à la féminité et ou au désir traditionnel des femmes, notamment celui de la maternité. Elle est très claire sur ce point-là. Et elle se vit dans une temporalité sexuelle tout à fait autre. Et elle dit... je ne pourrai jamais rejoindre la race des femmes. C'est comme ça qu'elle s'exprime. Mais c'est un livre dont le titre rappelle le titre de Robert Musil, L'homme sans qualité. Oui, absolument. Et je dirais que c'est la force du roman, justement, que de renvoyer à cet ouvrage, ce roman très connu, inachevé de Robert Musil, L'homme sans qualité. Alors, c'est pas seulement que le personnage de Mouza a des points communs, on peut le rapprocher d'Ulrich, le personnage principal chez Musil. C'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est surtout le fait que le rapprochement entre ces deux œuvres tient à l'effort qui est fait par Musil et Mouza pour appréhender un sentiment d'étrangeté du sujet qui est plongé dans le monde moderne. Alors, ce monde, dans le cas de Musil, ou ce corps, dans le cas de Mouza, qui sont tous les deux décrits par la science moderne, font néanmoins énigme, malgré le discours de la science. Et donc, on voit bien que le sujet ne s'y retrouve absolument pas. Là, je parle de Mouza, du personnage de Mouza. Ce sujet n'arrive pas à s'y retrouver entre le regard qu'elle porte sur son corps, le regard gourmand des hommes qu'elle croise dans la rue, etc. Et plus grave encore, le regard impersonnel, j'ose dire, que pose la médecine, donc qui dissout son être, on pourrait dire, dans des dosages hormonaux et des considérations qui font d'elle, justement, cette femme sans qualité, qui est le titre du livre. Alors donc, j'irai plus loin encore, pour conclure, c'est que
À la fin, on a une sorte de happy end puisque la filiation se produit. Elle s'affilie au sexe féminin d'abord dans une jouissance des corps longtemps différés, donc elle décrit, et aussi dans cette espèce de, elle assume, on dirait, elle assume l'amour enfin d'un homme, puisqu'elle consent à cet amour-là. Mais il me semble que c'est précisément la référence à Musil qui compte, à ce roman qui a plus de 100 ans en définitive, et c'est là que gît un peu la morale de l'histoire, on pourrait dire, à savoir que les progrès de la science ne résoudront jamais cette question de la sexuation, cette affiliation au sexe à laquelle nous avons tous eu affaire, ne se résume pas à une histoire d'hormones, une histoire d'anatomie, de chromosomes, de comptage ou d'apparence. Et il s'agit au contraire, comme le montre à sa façon Virginie Mouza assez habilement, il s'agit d'un cheminement complexe, toujours personnel et singulier. Merci France. Merci France pour ce choix d'un livre qui s'articule avec notre débat. Bon, pour reprendre ce que disait Benjamin Moron-Puech, là, effectivement, nous avons avec le sans qualité quelqu'un qui reprend d'une certaine façon la stigmatisation, en tout cas le regard stigmatisant, pour tenter de voir ce qu'elle fait avec ça, elle, en tout cas, avec cette appellation-là. Il y a déjà un point de départ de mise en évidence d'une souffrance. Et de cette souffrance-là, les témoignages, justement, souvent sont assez parlants sur la manière dont le regard de la médecine va au-delà même de la question de la variation pour indiquer un défaut. On avait les exemples de jeunes garçons qui disaient combien ils ont vécu d'opérations pour avoir une verge conforme, de la jeune femme qui témoignait dans le journal Le Monde, qui évoquait les sévices d'une certaine façon pour que son vagin soit conforme à la possibilité d'une sexualité pénétratoire, ce qui, je crois qu'elle témoigne de ça à un moment où elle dit que ça lui a occasionné une dissociation psychique au bout de la énième intervention. Et derrière ça, effectivement, il y a quand même la question d'une médecine au sein de laquelle la référence binaire et au-delà de la référence binaire, la question d'une sexualité génitale finalement idéale fonctionne à plein, où au fond, ce qui est quand même nié là-dedans, c'est la souffrance du corps, parce que le jeune garçon, par exemple, dit que, au fond, vu les douleurs qui sont occasionnées dans son corps, la question du plaisir est à peu près exclue. Donc voilà, peut-être j'avais une question par rapport à cette question de l'éradication de la question de la souffrance, et surtout, derrière finalement aussi la question du binarisme qui se pose aussi, l'idéal de la sexualité génitale telle qu'on se la représente, de manière très classique. C'est tellement vrai que dans mes connaissances, ce ne sont pas des gens dont je m'occupe, mais une mère britannique qui s'occupe de l'association surrénale britannique, qui a 3 filles qui ont une hyperplasie surrénalienne, 3 filles donc qu'on pourrait appeler virilisées et qui n'ont pas été opérées, dont les âges s'échelonnent entre 9 et 18 ans. Et qui n'ont aucun problème du tout. Et la mère interdisait aux médecins qui les voyaient de les toucher et de les déshabiller. Elle ne voulait aucun examen physique. Parce qu'elle disait, à chaque fois, c'est une torture. De mesurer, de tirer, de pousser, d'écarter, etc. Donc oui, c'est vrai, c'est une souffrance, ne serait-ce même sans bistouri. D'accord, sans bistouri. Oui, c'est une souffrance qui est là du point de vue du regard. Absolument. Je vais peut-être juste ajouter j'avais juste une remarque du coup qui découle de celle-ci. D'où l'importance de la question de l'intégrité physique et aussi de la question du consentement à l'opération. Absolument. Ce qui me semblait difficile finalement à établir, que ce soit dans les textes que j'ai pu lire pour me documenter sur le sujet, la question du consentement éclairé chez l'enfant. Comment est-ce à quel moment, d'une certaine façon, le droit comme la médecine résout cette question du consentement de l'enfant ? Est-ce que l'un ou l'autre, vous voulez bien dire quelque chose à ce sujet ? Alors ça rejoint votre question sur la souffrance. Vous avez dit que c'est un sujet dont on ne parle pas, ce qui est nié, c'est la souffrance. Parce que pourquoi on fait ces opérations ? Est-ce qu'on fait ces opérations pour que les enfants intersexes ne souffrent pas, ou est-ce qu'on les fait pour d'autres raisons ? La réponse est évidente. On les fait pour d'autres raisons, pour maintenir une binarité fantasmée.
Si on les faisait pour les enfants intersexes, on se serait intéressé du devenir à long terme de ces personnes. On aurait, comme l'a fait Blaise, qui s'est intéressé à ces patients. Lorsque ces gens reviennent et qui vous disent qu'ils sont en souffrance, on se serait posé des questions sur ces pratiques. Mais ces opérations ne sont pas faites pour régler les problèmes de souffrance de ces individus. On présume qu'ils vont souffrir, on présume qu'ils seront tristes de devoir uriner debout, on présume qu'ils seront tristes de ne pas pouvoir avoir d'enfants, on présume qu'ils ou elles seront tristes. Pour certains, c'est le cas. Bon, mais oui, voilà. mais ce n'est pas le cas pour toutes et tous. Voilà. Il y a des maladies, vous êtes sûr que vous allez souffrir. Et Mais là, c'est présumé. Et la question se pose aussi, une fois qu'on fait ce genre d'intervention, qu'est-ce qu'il en est, pas seulement de la souffrance, mais aussi du plaisir? Oui. Est-ce que par après, est-ce que ça touche pas à la modalité de plaisir, de ce que nous appelons la jouissance? Tout ce qui intéresse le corps médical dans ces opérations, c'est est-ce que l'on va avoir une sexualité pénétrante. Mais la question de la qualité de vie, de la qualité de la sexualité, Michel Raz l'a très bien montré dans son papier, elle a pris toutes les études médicales, ça n'intéresse pas les professionnels de santé. Il n'y a pas de question ouverte, qu'est-ce que vous pensez de votre qualité de vie? Non, mais ce qui est pire, c'est que ça intéresse les professionnels de la santé, mais pas ceux qui opèrent. D'accord ? On a découvert que la femme a des douleurs lors des rapports quand elle a été opérée. On a découvert que la femme n'a plus de sensibilité. On a découvert que la femme vit ses dilatations de façon épouvantable. Mais qui l'a remarqué ? Les gynécologues pour adultes. On a remarqué que les patients opérés d'un hypospadias ont des difficultés mictionnelles, perdent, ont des infections, ont mal, n'ont pas de sexualité. Qui a remarqué ? Des urologues adultes. Mais moi, je crois que c'est ça qui est grave. C'est que nous voulons, nous, chirurgiens pédiatres, et ceux qui sont fermement pour les interventions, nous sommes très mauvais dans le suivi. D'accord ? On cite toujours des études qui ont un recul de 2 ans et demi, 3 ans. Il y a une étude fameuse de Montpellier qu'on nous cite à chaque fois, avec 500 opérés d'hypospadias. Il y a 26 mois de recul. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Oui, là, ce qui est important, c'est qu'au fond, maintenant, on a 40 ans quasiment. Mais bien sûr. Alors reprenons-les, ces patients. Et donc, par rapport à cette question du consentement, si on peut y revenir. Oui. Donc, une fois que vous avez compris la raison pour laquelle on fait ces opérations, vous comprenez pourquoi le consentement n'est pas un problème pour ces gens-là. Il y a des parents, les parents sont les représentants de l'autorité, les parents sont les titulaires de l'autorité parentale, ils décident pour l'enfant en droit, et donc ça suffira. Il suffit que les parents soient informés, et on est tranquille. Alors c'est vrai que ça correspond à l'état du droit français, si on fait abstraction des normes internationales. Mais cet état du droit, il est évidemment pas satisfaisant. On l'a modifié pour les majeurs protégés. Pour les majeurs protégés, donc les gens qui sont mis sous tutelle ou curatelle, pour les actes strictement personnels, personne d'autre peut décider. Mais en revanche, pour les enfants, il n'y a pas du tout cette limite. Donc les parents peuvent décider de choses extrêmement intimes, personnelles pour l'enfant, avec des conséquences irréversibles. Donc on considère qu'il y a un consentement des parents, que ça suffit. Donc moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'au regard du droit international, ça n'est pas possible de se contenter du consentement des parents. Et il y a mieux, à supposer même que ce consentement des parents suffise. Il faudrait que ce consentement soit éclairé. Le Conseil d'État, reprenant un certain nombre de travaux, a relevé qu'il y avait des grosses difficultés à démontrer le caractère éclairé du consentement. On ne parle pas aux parents de la possibilité de ne pas opérer leurs enfants, on ne leur parle pas de la possibilité d'un suivi psychologique à long terme pour les enfants non opérés, on ne leur parle pas de ce qu'il n'y a aucune étude qui a démontré le bénéfice à long terme, on ne leur parle pas de tous ces inconvénients, puisque Blaise l'a redit, les chirurgiens n'en savent rien, ce sont des collègues à eux qui ont travaillé là-dessus. Donc, le consentement, même quand il est donné par les parents, ne peut pas être éclairé. Et par ailleurs, on a régulièrement avec Blaise des témoignages de parents qui viennent et qui nous racontent comment est-ce que leur consentement a été éclairé, et on se voit bien qu'il n'a pas du tout été éclairé. Ça, plus les témoignages récemment encore, une collègue me disait, on a circonvenu les parents, on a extorqué le consentement. Et si le parent refuse, qu'est-ce qu'on fait ? On le menace de lui retirer l'autorité parentale parce qu'il s'occupe mal de son enfant. Alors ça, c'est du côté des parents. Et du côté du consentement de l'enfant, comment est-ce à quel moment, comment en droit, on pose la question du consentement de l'enfant ? À quel moment puisque c'est difficile finalement, un enfant, il y a une plasticité déjà de l'enfant dans ce qu'il souhaite, dans ce qu'il veut, etc. Puisque justement les opérations ont un caractère irréversible pour certaines, comment on pose en droit la question du consentement de l'enfant ? Moi, je pourrais vous dire que si c'est difficile, c'est que l'enfant n'est pas prêt. Ouais.
D'accord. Et donc, Et on peut pas obtenir d'un enfant un consentement éclairé s'il est trop jeune, etc. Un consentement éclairé, enfin pour moi, qui le fait, il y a plusieurs étapes, peut-être que Benjamin Moron nous l'expliquera, mais je trouve qu'il y a plusieurs étapes. Enfin, l'enfant doit comprendre ce qui se passe si on ne fait rien, ce qui se passe si on fait quelque chose, comment on va le faire, quelles seront les conséquences, s'il y a différentes modalités ou types d'intervention, etc. Et il doit être capable de vous répéter ça pas à pas, d'accord ? Comme on le fait pour un adulte, d'accord ? Il n'y a aucune raison d'opérer un enfant pour une situation qui n'a aucune conséquence médicale et qui a beaucoup de complications. Beaucoup. Un hypospadias sévère, cette malformation dont je vous expliquais les caractéristiques, c'est certains hypospadias, c'est 50% de complications. C'est énorme, un enfant sur 2. D'accord ? Et ça, c'est sans compter toutes les suites à long terme, post-pubère, etc. D'accord ? Donc l'idée, c'est de maintenir finalement l'intégrité du corps de l'enfant le plus longtemps possible, d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de poser un consentement vraiment éclairé, c'est-à-dire peut-être à l'âge de au-delà de la puberté, ça peut être comme à l'âge adulte, à la majorité. Il faut éviter les seuils d'âge, parce qu'on est dans une appréciation au cas par cas. Chaque enfant est en mesure. Ça, c'est vraiment cas par cas, tout à fait. Je crois que et je pense qu'il faut surtout être cohérent. C'est-à-dire que si on décide qu'une personne transgenre ne peut pas se faire opérer avant 18 ans, eh ben, il faut qu'on dise la même chose pour les personnes intersexuées. Aujourd'hui, il y a une totale dissociation des deux. On dit que l'enfant va pouvoir consentir à 3-4 ans quand il est intersexe, et puis en revanche, quand il est transgenre, non, là, il faut qu'il attende 18 ans. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent que c'est une malformation comme une autre ? Par exemple, si ça pourrait être il y a des malformations cardiaques, par exemple, dans lesquelles on n'attend pas le consentement, je suppose, quand il s'agit des conditions de la vie. Il y a d'autres malformations qui touchent à l'image du corps, par exemple. Si quelqu'un a un bec de lièvre qui déforme totalement son visage, donc est-ce qu'on attend qu'il soit confronté à... Est-ce que vous pensez qu'il faut attendre qu'il soit confronté à tout ce que ça implique, donc cette image déformée ou bien, en quoi c'est différent ? Enfin, c'est la question de l'intersexuation des autres malformations. Alors, je pense que c'est une bonne question, par exemple, alors pas pour les malformations cardiaques, qui souvent sont... C'est pas une question. D'accord. Ouais. On nous a aussi rétorqué, alors, je veux dire, de vive voix, et alors les malformations non rectales, on pourrait appeler ça des variations. Non, on ne vit pas avec une malformation non rectale, je les ai opérées. Je sais bien, on doit faire des colostomies, on doit faire des... C'est pas la même chose. Ce qui pourrait être la même chose, c'est une fente seulement labiale, d'accord ? Qui donc n'a... Parce qu'une fente complète... Pas du palais. Ouais. Pas du palais. Une fente palatine, ça a des conséquences énormes sur la phonation, sur la déglutition. Je sais parce que j'ai malheureusement quelqu'un dans ma famille qui en a eu une, mais ça a des très lourdes conséquences. Une malformation de la lèvre, c'est malheureusement quelque chose qui se voit beaucoup. D'accord ? Et j'ai un collègue néonatologue qui en avait une, et ce qu'on disait dans le village où il était, alors il a une 50aine d'années, on disait il est juste bon à jeter. D'accord ? Bon voilà, parce que c'est quelque chose avec lequel vous vous baladez, vous pouvez trouver toutes les stratégies que vous voulez pour le cacher. Alors maintenant, actuellement, ça c'est avec les masques, ça va, mais je veux dire, autrement, non. Donc je crois que les choses ne sont pas les mêmes. Une variation des organes génitaux, vous pouvez vivre avec. Il y a juste, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Benjamin Moron-Pech, vous avez évoqué les transgenres qui peuvent, vous dites, si on fait attendre quelqu'un qui veut transitionner 18 ans et qu'on dit que pour l'intersexuation c'est 3-4 ans, là d'une certaine façon on a comme affaire un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus du côté de l'intersexuation l'idée qu'il faut vraiment attendre que l'intégrité du corps de l'enfant ça compte et que la dimension irréversible des opérations fait qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Et du côté des transitions, il y a un discours aussi qui veut, d'une certaine façon, abaisser aussi l'âge. Donc on a plutôt une sorte d'inversion, en tout cas dans le discours courant. Il n'y a pas d'inversion, il y a une convergence. Il y a une convergence vers le consentement. Il y a une convergence vers le les personnes trans disent, nous, on est prêts, on consent là, on est prêts à consentir. Et les personnes inter disent, nous, on ne nous a pas laissé consentir.
Et donc, ce que vous a décrit tout à l'heure, Blaise, pour les différentes étapes pour vérifier s'il y a un consentement, pour moi, il faut arrêter avec l'idée d'un seuil d'âge qui s'appliquerait aux transfrontalières, et il faut avoir une méthodologie de vérification de consentement, mais vous l'avez déjà, qu'on applique de manière égalitaire à ces deux types de personnes. Sur la question de la fente palatine et malformations cardiaques, le critère, il est tout simple pour moi. C'est s'il y a une nécessité vitale à intervenir, on intervient. S'il n'y a pas de nécessité vitale, on laisse la personne décider. Et sur la fente qu'on évoquait tout à l'heure, il me semble qu'assez vite, l'enfant peut comprendre que c'est une situation qu'il ne sera pas en mesure de supporter et peut émettre la volonté de modifier cela. Et si d'aventure les parents ne veulent pas attendre ce moment-là, au moins qu'ils laissent la cicatrice. Parce que le fait d'effacer la cicatrice, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, est très mal vécu par l'enfant qui dit « mais en fait, vous m'avez rejeté, vous n'avez pas voulu de moi tel que j'étais à la naissance, vous avez effacé tout cela ». Donc ça, il faut l'entendre, ce mécanisme de rejet, on l'a chez les personnes intersexuées, on l'a aussi chez les personnes qui ont une fente simplement labiale. Oui, la question de l'effacement est un peu au centre de cette question. On évoque à la fois la dimension de l'effacement, celle du secret, de l'absence de parole, et au fond, dans la revendication des personnes intersexes, pour certaines, il y a l'idée aussi d'être reconnu dans cette différence et de faire une identité de cette différence, par exemple, comme inclassable. Enfin, de faire de la dimension inclassable, d'une certaine façon, de départ, qui renvoie au fait au fond, de faire du défaut, finalement, entre guillemets, de départ, ou ce qui a été identifié comme un défaut par le regard social, de faire de ça une marque de fabrique, d'une certaine manière. Après, en utilisant ou en s'appropriant une dénomination qui lui correspond et qui lui permet, en tout cas, d'assumer ça à sa façon. Là, j'ai un petit doute quand même sur l'idée de groupe, d'identité. Enfin, Tammy Ayouch, qui est, je crois, psychanalyste, elle a très bien montré. Il dit « Ces autres ne forment toutefois un groupe que par l'exclusion dont ils ou elles font l'objet ». C'est le mécanisme d'exclusion qui crée le groupe. Le groupe a toujours cet effet-là, d'une certaine manière. Le groupe peut changer ses règles pour ne plus exclure. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire avec les personnes dites handicapées, ce qu'on essaye de faire avec beaucoup d'autres pour être dans une société inclusive. Donc, ces gens n'ont pas forcément d'identité. Il y a des personnes intersexuées qui aimeraient être passées inaperçues. Hein. Là, je l'évoquais simplement au cas par cas, c'est-à-dire pour chacun, d'une certaine façon, de faire de ça, ensuite, de trouver à partir de là sa propre solution. Mais je ne suis pas sûre, par ailleurs, sur la question je reviens sur cette question du consentement. J'ai l'impression qu'il y a quand même un flou qui est entretenu sur, bien sûr, la question du seuil d'âge me semble effectivement pas tout à fait opératoire, dans la mesure où pour chacun, la question de la maturité, la question du choix est quelque chose qui n'est absolument pas universel, mais pour le coup, comment, quand on sait qu'effectivement, à 5 ans, beaucoup d'enfants ont envie de devenir pompiers, tous ne deviennent pas pompiers, par exemple, comment est-ce qu'on peut mettre en évidence le fait que le consentement puisse avoir une dimension définitive avec une opération qui a un caractère irréversible? C'est ça qui me semble peut-être intéressant, en tout cas, à évoquer. C'est très difficile. Moi, pour revenir de nouveau sur cette histoire de l'hypospadias, il y avait un petit garçon dont je m'occupais. On savait en prénatal qu'il avait vraiment des gros soucis d'identité phénotypique, c'est-à-dire d'aspect, à tel point que la mère pensait elle n'avait pas compris ce que ça voulait dire. C'est dans un autre hôpital où on essaie maintenant d'éviter ça en Suisse, de faire suivre les grossesses qui seront peut-être problématiques, de les faire suivre dans des centres ce que vous appelez de référence en France. Et effectivement, à la naissance, c'était un aspect très, très atypique. Mais en plus de l'aspect atypique, c'était un hypospade qu'on appelle postérieur, c'est-à-dire très sévère. Et l'enfant avait en plus des résidus d'organes génitaux féminins, d'accord ? C'est-à-dire un petit reliquat d'utérus, un petit reliquat de vagin, etc. Donc c'était vraiment... et c'est pour ça que je m'oppose totalement à ces opérations dans des hypospades sévères. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'enfant, j'ai expliqué à la mère, qui au début ne voulait pas comprendre, qu'il fallait pour son fils attendre. On a attendu, et un jour, elle me téléphone, elle me dit « Mais écoutez, vous savez, je crois qu'il avait 6-7 ans, vous savez, je crois qu'il est prêt, il veut absolument faire pipi comme José, qui est mon conjoint. » Bon, alors, ils sont venus, je l'avais déjà expliqué l'opération.
Et puis, je lui dis, tu te souviens? Oui, tout à fait. Alors, tu peux me rappeler comment c'est? Il me dit, oui, alors voilà, on va faire ci, on va faire ça, etc. Mais j'ai dit, oui, si on fait rien... c'était difficile, c'est une opération difficile parce que je prends la muqueuse buccale pour refaire un urètre. Donc, c'est une opération en 2 temps. Enfin, c'était lourd, très lourd. Et puis au moment où je lui dis, écoute, si tu veux, je vais t'expliquer sur toi de nouveau comment. Et à ce moment, elle a dit, ah non, pas maintenant. Et c'est la mère elle-même qui m'a dit, mais docteur, c'est beaucoup trop tôt. D'accord? Donc, et il y avait un consensus complet, d'accord? Complet. Et on a attendu encore 2 ans. Ça démontre bien la complexité, la problématique de la méthodologie. Voilà. Mais il faut revoir, prendre du temps. La temporalité et la méthodologie, en fait, la psychanalyse pourrait ici être d'une grande aide, parce que ce qui n'est pas pris en considération dans tous ces dialogues, c'est l'inconscient, il me semble. Absolument, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Qu'il y a ce que l'enfant dit, et il y a un ailleurs duquel il parle. Ça fait que... Comment est-ce qu'on sait que ce qu'il dit n'est pas la volonté de sa mère, par exemple? Bien sûr. C'était, en l'occurrence, probablement ça l'était, la seconde ou la troisième fois. Et ça s'est très bien passé, et ça se passe très bien ensuite. C'est-à-dire que vous opérez l'enfant, quand lui a décidé que c'était le moment, vous l'hospitalisez. Comme c'est des opérations difficiles, ils sont hospitalisés assez longtemps. Et à un certain âge, ils n'ont même pas besoin d'être immobilisés au lit. Et il y en a certains qui vous disent, vous savez docteur, je crois qu'il faudrait m'attacher les jambes parce que je me retourne la nuit et ce serait dommage que votre travail... C'est eux qui décident d'avoir une fixation. Donc voilà, les choses se passent tellement mieux. Moi, ça me fait plaisir de faire la chirurgie comme ça. Et si les enfants ne veulent plus être pompiers plus tard, c'est parce qu'ils ont compris que c'était pas un métier si fantastique que ça, qu'il fallait se lever très tôt, qu'il fallait subir un environnement très viril, très masculin, que finalement... Tu veux pas avoir le vertige ? Voilà, que si on voulait être reconnu socialement, peut-être qu'il valait mieux être banquier, professionnel de santé, etc. Donc, ou je pense et ça montre au contraire, ça montre exactement ce que tu disais, c'est que ce choix d'être pompier, il n'est pas du tout éclairé. Et c'est pour ça que les enfants changent. Mais effectivement, en tout cas pour ça, c'est beaucoup plus facile de changer d'avis que quand on prend une décision irréversible. C'était simplement par rapport à ça que j'insistais là-dessus. Bien. Merci Benjamin Moron-Puech, merci Blaise Meyrat. Donc vous n'êtes pas intersexes. Nous avions proposé pour cette émission à 3 personnes intersexes de se joindre à nous et elles ont décliné notre invitation. Merci encore, merci à France Jégu. Nous nous retrouvons pour une prochaine édition de Studio Lacan le 18 décembre à 18h30. Au programme, un invité pour le Divan du Monde, Jacques de Saint-Victor, sur la liberté d'expression. Ensuite, une chronique pour l'Écho de la culture de Yves Despelsener sur un livre qui s'intitule Lady Sapiens. Et enfin, pour l'actualité de la psychanalyse, c'est Catherine Lacasse-Paul qui viendra parler de l'équivoque et de la langue numérique. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci.